Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, qui a pour vocation d'éveiller et de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous, tout l'art d'être en vie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans nos studios parisiens un homme résilient et profondément créateur, qui a transformé sa vie d'ombre, de confusion et de plomb en une vie de lumière, d'authenticité et d'or. Il est convaincu que chacun porte en lui une infinité de possibles, d'épanouissement, de talents et de potentiel qui ne demandent qu'à être révélés. Thérapeute, formateur et conférencier, éveilleur du cœur et de la conscience, artiste, pour lui, tout est toujours possible. Et aujourd'hui, nous allons danser avec l'ombre et la lumière. Bienvenue Nicolas Moscovitz. Merci. Bonjour Valérie. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu ? Très bien, très heureux. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans nos studios aujourd'hui pour parler de l'ombre et de la lumière, qui est le titre de ta conférence spectacle. On en parlera un petit peu à la fin de l'émission. Moi, je vais commencer tout de suite, te mettre dans le vif du sujet. Alors, on a une question rituelle dans l'émission et je vais te la poser tout de suite. Que tu puisses un petit peu nous raconter ton histoire. Quel a été ton plus beau réveil ? Mon plus beau réveil. Un réveil à l'hôpital. Un réveil une fois qu'on m'a déclaré mort. Ah ouais. Donc le plus beau réveil, c'est de me réveiller alors que j'étais pas prévu au réveil. Ah ouais. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu. Ouais. 21 ans. Je suis très surprise de ta réponse, on l'avait jamais eue celle-là. Réveillé après la mort. Une mort déclarée, okay. Une mort signée sur le papier par les médecins. Un état constaté, okay. et un drap qui s'est mis à bouger sous le souffle qui a repris. Oh. Donc ça a été un vrai réveil de vie à tout niveau. Et pour moi, ça a été une énorme bascule forcément, un avant, un après. T'avais quel âge ? 21 ans. Ah oui, très 21 jeune. ans. Et vécu ce qu'on appelle derrière un moment de grâce. C'est-à-dire que l'impossible devient possible. Toutes les peurs sont effacées puisqu'on franchit même la mort, qu'il n'y a pas de limite. Et pendant cet état de grâce, mais que de la vérité. Donc ça a été pour moi extrêmement réalignant dans mes aspirations les plus profondes. Et donc le début d'un chemin encore plus proche de qui je suis profondément. D'accord. Donc voilà le réveil, un de mes réveils. Oui, le plus beau, en tout cas, c'était celui-là pour toi. Je suppose que tu en as eu quand même plusieurs, effectivement. Tu vas nous raconter un petit peu ton histoire. Justement, comment t'en es peut-être arrivé là, ou qu'est-ce que ça t'a permis de réaliser derrière ? Parce que tout réveil, c'est finalement une bascule, comme tu nous as dit. Nous, dans l'émission Réveille-toi, on traite de l'éveil, du réveil, de ce moment où ça bascule, on en a plusieurs dans la vie, et il y en a toujours des beaucoup plus marquants que d'autres, on en a des plus petits, des plus grands, je ne sais pas si on peut dire ce terme, mais en tout cas des plus importants que d'autres, de plus marquants, et c'est justement tout l'art d'être en vie finalement. Oui. Donc dis-nous un petit peu qu'est-ce que ça t'a permis de réaliser derrière, ou en tout cas qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là, à ce réveil-là ? Ça a permis de me réaligner. Je crois que de telles rencontres de vie, c'est une rencontre de vie, non pas avec la mort, ou du moins ça fait mourir ce qui a besoin nécessairement de mourir pour pouvoir mieux renaître avec conscience. Donc ça m'a mis au diapason avec plus de conscience de ce qui m'anime au fond. Et c'est-à-dire de pouvoir porter, de pouvoir transmettre vraiment ce moteur de création que nous avons tous à l'intérieur de nous. Nous sommes créateurs de réalité, nous sommes créateurs de changement, nous sommes alchimistes de tous les instants. Et à un moment donné, de bien pouvoir prendre conscience cellulairement, et c'est ce qui a été vécu dans ce réveil, ça a été pour moi significatif de pouvoir être encore plus acteur conscient de ça. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Parce que c'est quand même une expérience particulière quand même d'avoir le drap... Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? C'est comme le matin quand on se réveille, on ne sait même pas si on est vivant ou mort le matin. On ne sait pas si on se réveille de la mort ou pas. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu la même chose. C'est un vrai réveil. Et on nous raconte une histoire. On nous raconte que ça s'est terminé à un moment donné. On prend conscience avec effroi qu'on aurait pu ne pas se réveiller. Ouais.
Et puis on considère cette chance, cet alignement quasi planétaire, des étoiles, de beaucoup de choses, une destinée, de pouvoir se dire que là, il y a un véritable rendez-vous avec soi, donc que j'honore depuis chaque jour. Donc je suis extrêmement dans cette conscience de l'instant. J'allais te parler du mot conscience, justement, juste après. Parce que pour certains, c'est un peu perché ou un petit peu lointain, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Tu peux nous en parler, parce que toi, tu es quand même spécialiste de ça, de la quantique. Enfin, tu es quand même assez poussé là-dessus. On fera, je pense, une émission spécifique sur toute cette partie quantique, etc. Mais la conscience, qu'est-ce que c'est finalement? À quoi ça sert? À être vivant, bah oui. Pleinement, sans masque, sans phare, sans illusion, sans être un comédien qui joue un rôle télécommandé, préinscrit. C'est ça, être conscient. Parce qu'on dit qu'il faut faut réinventer sa vie, c'est important de créer son propre film, sa propre histoire. C'est ça, vivre en conscience, tu vois, parce que on dit qu'il faut pas se mentir, mais en même temps, se créer une histoire. C'est des fois, ils comprennent, je sais plus trop quoi faire. Oui. Être en conscience, c'est être dans le moment présent, pour moi déjà, mais au-delà de ça, c'est vraiment y mettre toute l'attention et la présence qu'on a dans nos actions, dans ce qu'on vit, ce qu'il y a autour de nous. C'est ça. La question de fond, c'est à partir d'où? C'est-à-dire, de quel espace en nous? Est-ce qu'on voit le monde à partir de l'espace qui est rassurant, qui est conforme, qui est attendu par l'extérieur, et voire même par nos propres habitudes, par nos conditionnements? Ou est-ce qu'on part depuis l'être, cette dimension qui est joyeuse, sereine, alignée? Et donc c'est ça, être en conscience sur sa vie, c'est de se poser la question, quand je parle, qui parle? Est-ce que c'est la partie mentale qui s'attend et qui prépare une jolie réponse, ou est-ce que c'est l'être qui emploie un chemin qui est peut-être complètement inopiné, jamais vu, spontané, délirant peut-être pour certains, mais qui nous met en joie, qui nous met en réveil du coup, en éveil, en connexion, en excitation de vie? Et quand on est dans cet espace-là, là on sait qu'on est dans la conscience. Et la conscience c'est pas une sagesse chiante. Non. C'est pas un espace pénible, ce n'est pas un espace langoureusement endormant, c'est pétillant de pulsations de vie, parce que s'il n'y avait pas toutes les parties de la conscience, c'était toutes les parties d'un élan fondateur qu'est la joie. Donc quand on est au contact par la conscience ou dans la conscience de soi, on est au contact de notre joie innée d'avoir dit oui à l'aventure de la vie. Exactement, et c'est ça aussi l'éveil, puisque ça nous ouvre au possible, ça nous ouvre à cet inconnu, cette aventure qu'est la vie finalement. Et toi, tu nous en parles beaucoup, que tout est possible, que c'est important de se reconnecter pour voir un petit peu quelles sont les opportunités qu'on a. Et l'éveil, c'est ça, c'est finalement, quand on écoute cette joie et cette pulsion à l'intérieur de nous, hop, on va commencer à s'ouvrir à des choses qui n'existent pas encore ou qu'on ne voit pas sous cet angle-là, c'est ça? C'est ça, tout en déposant tous les masques qui nous ont joliment habillés, qui nous ont confortés, mais qui nous ont aussi étouffés, qui ont bridé la vie. Et c'est aussi ça le réveil. Le réveil, c'est pas confortable un réveil. Ça nous arrache à un espace pour pouvoir nous offrir un autre espace. Et il y a ce supplément qui nous pousse à nous réveiller, pour pas nous endormir. Et la vie se charge de nous réveiller. Donc on a nos rendez-vous, ça peut être la mort, ça peut être un accident, ça peut être une claque, ça peut être une opportunité pour bien nous dire c'est là que tu dois y aller. C'est cette conviction profonde d'avoir un profond et merveilleux rendez-vous avec la vie. Et le réveil nous indique comme un petit pousset qui nous met des cailloux qu'on est bien sur le chemin. Ouais. C'est exactement ça. Alors justement, toi, comment tu as vécu ton réveil? Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ces masques, sur ces ombres, sur cette lumière? Parce que je sais que tu as appris à danser avec les ombres et ta lumière, et tu le fais pour d'autres aujourd'hui. Tu as même donc une conférence spectacle qui traite de cette thématique-là, qui est juste excellente. On te retrouvera fin janvier sur les planches. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ça sert justement d'opérer ces réveils et d'en faire quelque chose finalement? Parce que tu dis enlever des masques, etc. À quoi ça sert? Comment on peut s'y prendre? Comment toi tu l'as vécu dans ton parcours finalement?
parce que tu as créé un monument, tu as fait quand même... toi, tu as été sauvé par la création avec un grand C. Donc, tu as plusieurs facettes d'artiste. Bon, tout le monde l'est, mais on n'a pas encore compris ça dans notre société. Mais on y va. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce monument, par exemple, en tout cas, de comment tu as pu... c'est vrai que tu m'expliquais en off que dans un petit peu plus jeune, tu n'étais pas comme tu es aujourd'hui. Donc, automatiquement, tu as dû opérer un travail et une évolution sur cette part de communicant que tu es aujourd'hui, d'accompagnant que tu es aujourd'hui. Tu t'organises des stages, des ateliers. Enfin, c'est pas donné à tout le monde de parler en public, surtout en spectacle. Donc, tu as quand même poussé le curseur très loin, et donc tu as évolué vraiment dans le paroxysme, tu as changé de paradigme plusieurs fois, qui fait qu'aujourd'hui tu as quand même une vie qui est à l'opposé, ou en tout cas qui est pas celle que tu aurais pensé, quoi. Tu te mets en avant, etc. Alors tu ne pouvais pas avant. En fait, non, c'est compliqué. Je ne pouvais pas. C'est là toute l'alchimie qu'on porte en nous. Moi, je dis toujours, on n'a pas un destin, on a des destins. Et les choses sont absolument jamais écrites. Et c'est bien cela, la définition du quantique, c'est que c'est multidimensionnel, multi-possibilités. Et nous sommes tous des êtres quantiques. Et mon histoire, elle est totalement quantique. Elle vient, comme bien d'autres histoires, me rappeler, moi, en tout cas en conscience dans mon parcours, que... j'étais un cheval qui était bien mal loti sur la ligne de départ. 3 pattes, malade, et qui, effectivement, on ne pensait pas qu'il pourrait terminer la course. C'est un petit peu comme ça que je me suis construit, enfermé dans beaucoup d'héritages de souffrance, ou beaucoup de scénarios enfermants, si bien que je me voyais dans un prisme de miroir très déformé, dans une incapacité relationnelle, dans une incapacité même à parler. J'étais un enfant qui ne parlait pas, qui était muré dans une forme de solitude et d'incapacité à communiquer avec les autres. Et c'est vrai que ça a été assez fascinant de voir, maintenant avec le recul, comment je peux avoir un plaisir fou à communiquer. Ah, mais ça, c'est un truc... c'est vital, à communiquer, à parler, à chanter, à être dans des dimensions d'expression. Que la vie est venue me chercher au-delà de toutes les impasses que je pouvais rencontrer. Et tu parlais de masques, il s'agit vraiment de rencontrer ces masques, c'est-à-dire que comment on peut déposer des masques, en les rencontrant, on ne peut pas faire autrement, en venant identifier que ce sont bien des masques, donc on vient bien le respirer, on se laisse bien étouffer par eux, pour se dire que si c'est si étouffant que ça, c'est que c'est pas la vie. Et pour pouvoir s'en défaire, il y a comme un adieu, un ultime adieu, un baiser de fin, dans un bouche à bouche, un corps à corps avec ce masque-là, qui est des fois extrêmement arrachant, parce qu'on fusionne avec ce masque, et puis il a son utilité. Si on avance masqué, c'est bien pour se protéger, c'est bien pour s'interdire de pouvoir chuter. Et la grande difficulté est de s'autoriser à pouvoir déposer ce masque-là, d'être déshabillé, mis à nu. Et c'est là toute l'invitation que la vie nous fait sans arrêt. Et ça a été vital pour moi, à un moment donné, de répondre à cette invitation. De déposer les masques. Ça libère, ça fait quoi ? Ça rend vivant. Bah oui. Ça rend vivant. Plus léger. Plus léger. Plus légitime de la vie. Plus aligné. Plus vibrant. Et plus dans une individualité qui est d'utilité collective. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'existe plus simplement pour soi, mais on comprend que chacun, et là je parle dans ce chacun, quand on vient se rencontrer au-delà des masques, chacun du coup est dépositaire d'une mission sacrée qui est celle commune à chacun d'entre nous, qui est de se réaliser pleinement, et que de se réaliser pleinement vient influencer le collectif. C'est-à-dire que, on le sait, rencontrer quelqu'un qui est rayonnant de vie, qui est pulsant, qui est à sa place, ça nous fait du bien, ça nous tire vers le haut. Ouais. Et comment on tire une humanité vers le haut ? En s'honorant soi-même. C'est ça. Donc quand j'ai compris ça, que c'était pas de l'égoïsme, mais que ça avait quelque chose d'extrêmement impactant pour le monde, c'est tout le sens qu'effectivement que j'ai découvert au travers, entre autres, de ce monument que la vie m'a permis de réaliser. Sacrée histoire. Qu'est-ce que c'est beau. C'est une sacrée histoire. C'est une sacrée histoire. Je suis lycéen, j'ai 18 ans, je suis en terminale. Tu disais que l'art m'avait sauvé, et c'est vrai que ça a été l'un de mes moyens de refuge, d'expression. Très tôt, je me suis mis à créer dans la cave de chez mes parents,
à peindre sur des bouts de planche, à sculpter. Et puis, à 17 ans, je fais mes premières expositions en galerie. Et on me contacte pour me proposer de participer au projet d'un monument national. Waouh! Au début, je crois que c'est une blague. Oui, Je n'y crois absolument pas. Que ce sont des copains de lycée jaloux qui viennent me taquiner. Et en fin de compte, on me propose de proposer un projet pour rendre hommage à l'action des Justes, des personnes qui, pendant la guerre, avaient sauvé au péril de leur vie des personnes juives. Et l'État français remerciait l'action de ces Justes 50 ans plus tard. Et je propose un projet parmi bien d'autres sculpteurs de renom. Et je reçois une semaine après un document bleu-blanc-rouge m'indiquant que j'ai la haute responsabilité de réaliser un monument de 5 mètres de haut, celui que je proposais en cuivre et laiton, pour me rendre hommage à l'action de ces Justes. Et me voilà parti pour une aventure de 3 mois, à commander du cuivre, à commander, je crois, 95 bouteilles de gaz, à craquer une allumette et à me laisser porter par cet appel qui a été de sculpter cette œuvre-là pour rendre hommage aux Justes. Et là, tu te sentais habité par plus grand que toi. Ça se passait comment? Parce que la création, l'art, c'est plus grand que soi. Enfin, ça porte. Ça porte, comment ça tu possède. Te sentais à ce moment-là, ouais. Complètement aligné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'espace du mental pour pouvoir faire des allers-retours, de se dire mais tu fais quoi, c'est n'importe quoi, mais est-ce que tu sais sculpter, tu te rends compte de la charge, de la responsabilité. On est juste dans l'action de l'ici et maintenant. Ouais, on ne peut créer que dans l'ici et maintenant. Ouais. Donc toute cette aventure, je l'ai vécue dans l'ici et maintenant, que de rendre hommage à l'action de ces Justes. Et je m'étais dit mais qu'est-ce qu'ont en commun ces hommes et ces femmes? C'était effectivement d'avoir une dimension de cœur tellement forte que c'est ce qui a ouvert à des impossibles possibles. Okay. Et on connaît l'histoire d'Oskar Schindler dans sa fameuse liste de Schindler. Et j'ai rencontré énormément d'anciens déportés de cette liste. Donc j'ai eu des témoignages extrêmement bouleversants de ce qu'est l'action d'un juste, d'une personne qui, portée par son cœur, ouvre à des grands miracles. Et c'est quoi être porté par son cœur? C'est être aligné avec sa vérité profonde. Mais c'est ça l'alignement dont on parle depuis tout à l'heure, parce qu'il y en a qui peuvent se poser la question aussi, mais qu'est-ce que c'est que l'alignement? Et oui. Mais oui, l'alignement, c'est quand l'évidence prend place dans une dimension de cœur et d'amour qui fait qu'il n'y a pas d'autre évidence que celle qui se présente dans l'instant. Ben oui, c'est votre vérité, en fait. Hein. Et ça prend des dimensions complètement extraordinaires dans le faire, dans l'impossible. Ce que tous ces Justes ont réalisé dans des moments de grande obscurité au niveau de l'histoire, de rendre des actes impossibles possibles, de sauver des vies là où personne n'en revient. Et donc de poser pour moi, de créer un monument, donc à l'âge de 19 ans, pour pouvoir effectivement porter ce cœur des Justes. Et il est symbolisé par un cœur doré à facettes qui leur renvoie sur ces Justes la lumière du soleil, là où eux ne cherchaient pas à être reconnus. Et c'est cette prise de conscience qu'on est ces Justes-là. Et je dis souvent, ce monument n'est pas un mémorial faisant écho à des actions du passé, mais il vient bien, d'une manière contemporaine, nous parler de notre actualité, il nous parle du juste qui est en nous, pour pouvoir poser des actes là où aujourd'hui, nous sommes confrontés à devoir poser des actes justes. C'est-à-dire à pouvoir choisir des chemins des fois impossibles dans l'aspect du mental et du raisonnement. Ce n'est pas logique, ce n'est pas raisonnable, mais pourtant on se sent appelé à le faire. Peu importe ce qui nous en coûte, du moment qu'on est juste dans la réponse à cet appel-là à l'intérieur. Et ça a un impact collectif, ça change des vies. Complètement. Sur le monument, il y a une phrase qui est marquée en français et en hébreu qui symbolise et qui explique ce qu'est un juste. Et elle dit « Quiconque sauve une vie sauve l'humanité tout entière ». Et ça passe en premier vis-à-vis de soi-même. Si on n'est pas capable de pouvoir s'honorer, si on n'est pas capable de pouvoir revenir à soi dans ses besoins les plus fondamentaux, de répondre à l'appel de ce dont pourquoi on est présent sur cette terre, on ne peut pas être un bon participant à ce monde. Non, la contribution est nécessaire, en fait, à plus ou moins, à différentes échelles, par différents moyens, c'est ça? C'est ça. Et sa plus belle contribution, c'est-à-dire d'aller chercher le plus beau de chez soi à offrir. Quand vous aimez à inviter des gens chez vous, vous aimez offrir le meilleur. Vous allez chercher des bons produits, vous allez préparer une jolie table, vous allez faire en sorte que tout soit extrêmement généreux. Est-ce qu'on est capable de se l'offrir à nous-mêmes?
Est-ce qu'on n'a pas quelques masques à déposer de croyances que penser à soi, c'est égoïste, que de se mettre en lumière, c'est être prétentieux, que la création, ce n'est pas possible, c'est pour d'autres. Et ça, ce sont des masques. C'est ce que j'appelle aussi des croyances limitantes. C'est ce qui nous empêche de nous réaliser, pour autant, on doit les déposer. Et la vie va se charger de nous mettre face à ces masques-là, à ces faux miroirs, à ces fausses limites, pour pouvoir mieux les dépasser. Et il y a cette intelligence de vie qui fait que le rocher ne vient pas bloquer la plante qui a rendez-vous avec la vie à l'extérieur de la terre. La plante va contourner le rocher, voire même elle peut le percer. C'est vrai. Et on est challengé sans arrêt. Exactement. C'est très très beau comme image. Merci beaucoup Nicolas. Alors justement, je vais passer à la prochaine question. Tu as réveillé ta puissance intérieure finalement en déposant ces masques, en faisant ce chemin, ces créations. Qu'est-ce que ça fait de ressentir cet alignement, de ressentir cette puissance intérieure qui finalement, quand elle passe à l'extérieur, permet de créer dans la matière des choses qui vont venir te nourrir toi-même, mais nourrir en même temps donc le collectif, l'humanité. Comment tu définirais cet alignement, ce ressenti? Parce que comme c'est un ressenti, c'est toujours très compliqué à exprimer, mais ça m'intéresse, parce que tout réveil amène cette expansion de l'être. Bien sûr, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on ressent, toi, qu'il a ressenti, qu'il fait faire aux autres aussi? Oui, c'est de pouvoir... c'est ce passage qui vient effectivement montrer le déploiement de tous les possibles. Et donc, en fait, quand on n'est pas limité par un vêtement, quand on n'est pas limité par des entraves, quelles qu'elles soient, on se sent simplement libre. Voilà. Libre, dans une pleine respiration, mais à tout niveau, corporel, physique, émotionnel, de cœur, dans la vision du monde. Il n'y a pas d'impossibilité à aucun niveau. Et même quand la vie va te mettre un petit peu des barrières, des choses sur ta route, comment tu le gères maintenant? C'est un petit peu différent. Alors tu as une autre vision du monde, finalement. Bien sûr, être dans l'accueil de cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie de ces rencontres-là. Croire qu'une vie alignée, c'est une vie sans souffrance, c'est pas le rendez-vous de l'humain. Non, on est censé évoluer quand même. Et pour nous faire évoluer, il nous faut bien effectivement sur le chemin de trois obstacles à travailler, à contourner pour aller chercher notre créativité, justement. Et c'est en cela que ça devient passionnant. Soit on le voit effectivement l'obstacle ou l'épreuve de vie comme un ultimatum, une invitation à vivre, et on relève le défi, on relève le challenge, et là ça devient passionnant, et on se dit ok, ça me paraît impossible, mais pour autant si c'est là, c'est que ça conduit à rencontrer la vie plus grandement, et là on peut trouver des chemins et s'abandonner à des voies qu'on ne pensait pas. Soit effectivement on le voit dans un côté limitant, enfermant, l'aventure s'arrête, mais sauf que là ça devient aliénant parce qu'elle ne s'arrête pas pour autant. Et oui. Donc c'est une invitation perpétuelle. C'est tout l'art d'être en vie. C'est tout l'art d'être en vie. C'est sans arrêt cet équilibre ombre-lumière. S'il n'y a pas de contraste dans un tableau, s'il n'y avait pas d'ombre et de lumière, d'ailleurs, on ne se verrait pas. Non. On ne serait que en pure lumière, Valérie. On ne se verrait pas, on ne se distinguerait pas. On ne pourrait pas se distinguer, on fusionnerait dans l'oubli de nous-mêmes. Qui est toi, qui est moi, qui sommes-nous tous? Il nous faut du contraste, il nous faut de la limite corporelle, il nous faut des choses pour nous définir et nous faire pouvoir prendre conscience qu'on existe. Exactement. Grâce à ces ombres et à ces limitations. Et l'invitation, c'est de pouvoir jouer avec ces limites-là, de pouvoir étirer un peu l'élastique de la vie et pouvoir effectivement se rendre compte qu'on est des créateurs sans fin, qu'on peut être ça un jour, qu'on peut être très très en haut un jour, qu'on peut redescendre très très en bas, et que on peut être très très en bas et remonter tout à fait en haut ou prendre un chemin tout à fait différent. Est-ce qu'il faut le prévoir? Est-ce qu'il faut l'anticiper? Est-ce qu'il faut le préparer pour pouvoir bien se sécuriser? C'est une réponse du mental, de l'ego. Notre copain l'ego qui aime bien... C'est un grand copain, lui. Oh oui, on le connaît bien. On le connaît, hein. Oui, on le reconnaît tous. On a tous un petit ego à l'intérieur. Bien sûr. C'est cette petite voix que je nomme souvent comme étant le Tanguy qui n'aime pas quitter l'espace du connu. Et qui sculpte aussi notre personnalité quand même. On en a besoin. On en a besoin. D'une certaine manière, il est là pas pour rien. Et non. Mais effectivement, il a quand même... c'est important de... Il a ce rôle d'être un empêcheur de tourner en rond.
c'est ça. Et il est tellement pénible qu'on est obligé de le remettre à sa place. Et c'est là aussi un acte créatif. C'est de dire, écoute, non, tu n'as pas raison. Je ne suis pas ni bête, ni limitée. Et la situation n'est pas impossible. Et je vais te le prouver. Et notre copain Lego nous permet ça aussi. C'est très intéressant, Nicolas. Merci beaucoup. Alors, justement, comme on parle ombre et lumière, tu vas nous parler de ton actualité du moment. Tu as une conférence spectacle avec 3 dates qui arrivent. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta conférence spectacle qui est juste magnifique? Tu as commencé la tournée en fin d'année 2019. Elle se terminera fin janvier. Puis après, tu vas repartir sur les routes, je suppose, en 2020. Donc, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu abordes dans ta conférence spectacle, puisque son titre, déjà... C'est de l'ombre à la lumière, tout est toujours possible. Voilà. Donc on est en pleine alchimie. C'est-à-dire je viens amener le spectateur, autant acteur que spectateur, à pouvoir vivre. C'est vraiment une conférence que je nomme spectacle. Il se passe plein de choses. Mes facettes d'artiste ressortent. Oui, on laissera la surprise à nos très chers auditeurs qui viendront te voir. Et en même temps, c'est une conférence immersive, c'est-à-dire qu'on vit des choses. On vit en direct, c'est une conférence qui dure 3 heures. Et si on écoute ceux qui l'ont vécu, on a l'impression qu'elle a duré une demi-heure. C'est-à-dire qu'on va jongler avec toutes les lois de la physique quantique, c'est-à-dire du fait qu'on peut créer notre réalité selon comment on pense, selon comment on ressent les choses. Donc on va... avoir des clés pour pouvoir mieux s'abandonner à nos process de création et retrouver une vraie liberté pour être et agir. Magnifique. Alors, les dates, c'est le 28 janvier à Belfort, et puis il y aura également, ça sera doublé en langage des signes cette date à Belfort, donc c'est juste exceptionnel. Ça, c'est un vrai plaisir que d'accueillir aussi des personnes malentendantes et sourdes pour permettre à tous de pouvoir en bénéficier. Voilà, donc 28 janvier 2020 donc à Belfort. Nous avons le 30 janvier 2020 à Besançon et le 31 janvier à Chalon-sur-Saône. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur nicolas-moscovitz.com. Vous pourrez retrouver également tous les stages et ateliers que tu proposes, Nicolas, qui sont d'une richesse infinie, illimitée, vu le champ des possibles qu'on a et dont tu nous as parlé. Et puis, bien sûr, on peut te retrouver sur ta page Facebook, à ton nom, Nicolas Moscovitz, éveilleur du cœur et de la conscience. Écoute, je vais te poser la dernière question de l'émission, le mot de la fin. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour avoir le smile, pour le garder, pour le retrouver? D'accueillir tout sans limite. D'accueillir tout ce qui se propose à nous, sans croire que c'est une limite. Et c'est bien cela qui va nous offrir tout l'impossible possible derrière. C'est très très beau. Merci beaucoup, Nicolas. Écoute, merci d'être passé dans les studios. On va préparer, je pense, d'autres émissions sur des thématiques spécifiques. Je pense que ça peut être intéressant. Dites-nous en commentaire ce qui vous intéresserait. On a parlé de pas mal de choses avec Nicolas aujourd'hui. Et puis n'oubliez pas que si nous avons des ombres et c'est qu'il y a de la lumière à un moment donné. Donc, osons faire danser nos ombres pour révéler encore plus notre lumière. Et je finirai là-dessus. Merci encore, Nicolas. Merci, Valérie. Et je vous dis à très bientôt. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.